Ce nouveau rendez-vous a lieu le 22 décembre et ce n'est plus ma généraliste habituelle parce qu'elle est en vacances. Évidemment, Noël arrive et ça complexifie tout. Donc je vois sa remplaçante, je réexplique tout mon dossier depuis le début à cette occasion puisqu'elle le découvre. Je lui explique ce que m'a dit la clinique 2 jours plus tôt, que le scanner de mes organes dit que je n'ai rien, que ma CRP est légèrement tombée à 134 mais reste élevée, qu'on ne sait toujours pas ce que j'ai concrètement, que les antidouleurs n'agissent pas, que la seule chose qui me soulage un petit peu c'est l'anti-inflammatoire, le kétoprophène, mais je ne peux pas non plus en prendre 10 par jour. Et donc là, la remplaçante décide de me mettre sous protocole morphine. C'est la première fois de ma vie que je prends de la morphine. Je vais découvrir toutes les joyeusetés qui vont avec. D'abord, la première découverte, c'est de voir en pharmacie à quel point c'est protocolaire. On n'obtient pas la morphine de façon aussi simple qu'on pourrait obtenir par exemple du tramadol, quoique ça aussi je crois que ça va bientôt changer. Mais en tout cas pour la morphine, il faut des papiers rédigés à la main. Seule la responsable de la pharmacie a le droit de me la fournir. On compte les boîtes, il faut remplir un registre spécial. Enfin bon, j'en profite pour découvrir quelque chose de tout nouveau. Au fond de ma tête, je me dis que peut-être un jour pour un livre, ça me servira, on ne sait jamais. En attendant, je repars avec je ne sais combien de boîtes de morphine. J'ai des doses par jour qui sont assez élevées et qui vont venir se coupler avec tout le reste. Parallèlement, pendant qu'on attend de voir comment je réponds à la morphine côté douleur et pendant qu'on voit si l'antibiotique continue de faire baisser la CRP, on me refait une ordonnance cette fois pour une radio du rachis où je retourne au même centre de radiologie que la semaine précédente, cette fois pour regarder s'il y a quelque chose de ce côté-là. Mais la généraliste n'y croit pas vraiment, c'est plus une hypothèse nouvelle à éliminer pour pouvoir petit à petit resserrer l'entonnoir. Je retourne donc le 22 décembre au centre de radiologie, on me fait ma radio du rachis, toujours dans des conditions compliquées où on ne veut toujours pas que je sois aidée par mon mari pour pouvoir me déshabiller. Donc un examen qui pour moi est relativement pénible parce qu'il se fait debout sur une machine qui bouge et où il faut être totalement en sous-vêtements. Donc je ne vous raconte pas le temps qu'il m'a fallu pour parvenir à effectuer l'examen, mais bon, je m'en sors. L'examen me dit une nouvelle fois que je n'ai rien et je saurai plus tard qu'en réalité la radio était dans l'incapacité de me dire quoi que ce soit parce que ce n'était pas le bon examen. Et j'apprends également par le laboratoire ce même jour que ma CRP est tombée un petit peu en dessous de 100. Donc l'antibiotique donné par SOS Médecins continue de faire son petit effet, mais pas de manière aussi efficace qu'on le souhaiterait. C'est beaucoup trop lent et ce qui explique que l'inflammation reste très élevée. D'autant qu'à ce stade, on ne sait toujours pas ce qu'est cette infection. Concrètement, où elle se situe, sur quel organe, dans quelle mesure on peut la traiter de telle ou telle manière, on ne sait pas ce que j'ai. On est en train de me traiter les symptômes autant que possible, mais on ne voit pas du tout où se trouve ma pathologie. Je tiens du 22 au 29 décembre dans des circonstances assez épouvantables. Notre salon s'est transformé en une espèce d'infirmerie. J'ai une ligne entière de boîtes de médicaments avec des prises toutes les 2 heures de tout un tas de choses. C'est mon mari qui est chargé avec des alarmes de partout de tout m'administrer parce que je ne suis plus très lucide au niveau de la tête. Je ne dors toujours pas. Je passe toujours une partie de mes journées et de mes nuits dans ce fauteuil. De temps en temps, j'arrive à sommeiller 1 ou 2 heures dans mon lit, mais c'est très compliqué. Et donc je tourne en permanence entre les antibiotiques qui se terminent, le kétoprophène, la morphine, l'acupan, le doliprane, un décontractant musculaire pour essayer de m'aider par rapport à mon torse qui est complètement recroquevillé comme ça, entièrement bloqué, le macrogol pour aider sur la digestion et me permettre d'aller aux toilettes autant que possible. Et donc c'est une espèce d'infirmerie géante dans notre salon où on essaye jour après jour d'avancer en sachant qu'au milieu il y a Noël, j'ai de la famille qui passe quelques jours nous voir et je vis ce Noël dans un état second, en ne pouvant plus m'asseoir à table normalement. J'ai beaucoup de mal à lever les bras, je ne peux même plus couper ma viande dans mon assiette parce qu'en fait mes muscles dorsaux ne me tiennent plus, les douleurs sont beaucoup trop fortes, donc il faut quelqu'un pour me couper ma viande. Je suis forcée de m'asseoir à l'envers sur les chaises façon cow-boy pour que le dossier avec des coussins me tienne en fait par l'avant, parce qu'autrement, à l'arrière, j'ai trop mal et je m'effondre. Donc le dossier est devant moi et je mange en étant avec les bras par-dessus la chaise, quelqu'un qui me coupe les trucs les plus compliqués à couper et je mange comme je peux. Mais c'est un Noël absolument calamiteux où j'essaye de faire bonne figure devant mes enfants, mais ils voient bien que je suis dans un état absolument lamentable et on tient comme ça avec mon mari jusqu'au 29 décembre, date à laquelle je revois la remplaçante de notre généraliste. Là, elle me renouvelle
la morphine et le kétoprofène, donc des pansements sur des jambes de bois, hein, si on peut dire, puisqu'on ne sait toujours pas ce que j'ai. La douleur est toujours de plus en plus forte, de plus en plus ample. Les spasmes, les fameuses douleurs de l'espace ont pris une proportion très importante au milieu de ces douleurs. Je ne comprends pas ce que c'est et je vais vous les décrire un petit peu après parce qu'elles sont vraiment impressionnantes. Donc on me renouvelle morphine et kétoprofène, je continue tout pareil en sachant que le 30 décembre, mes antibiotiques s'arrêtent et que le 2 janvier, j'ai une nouvelle prise de sang qui est attendue pour voir où en est ma CRP. Est-ce que depuis le dernier résultat qui était à 86, j'ai continué à baisser un petit peu? Je passe le 31 décembre qui accessoirement est mon anniversaire. Ce jour-là, j'ai 47 ans. Je passe mes 47 ans dans un brouillard mental. Nous sommes invités chez des amis. Je serais incapable de vous dire ce que j'ai mangé ce jour-là. J'ai mangé un tout petit peu pour pouvoir manger mes médicaments avec parce que c'était vraiment ma seule obsession. Je passe toute la soirée du 31 avec une espèce de bouillotte chaude accrochée avec une sangle autour de mon dos. La femme de ce couple, Manu, essaye de vraiment prendre soin de moi. Elle voit que je suis dans un état pitoyable, j'ai du mal à rester debout, mais je ne peux pas non plus m'asseoir, je ne sais plus où me mettre. Je n'ai pas envie de gâcher le réveillon de tous les gens qui sont là. Eux savent que c'est mon anniversaire, ils sont en train d'essayer de me le souhaiter. Mais de mon côté, je préférerais vraiment être n'importe où ailleurs, pas parce que la soirée est mauvaise, mais parce que le spectacle que je donne est pitoyable et que quand vous êtes dans un état de douleur pareil, vous ne savez plus comment vous comporter. Les gens veulent bien faire, ils veulent vous aider, mais rien que de devoir parler et expliquer, c'est l'effort de trop. Chaque fois que je dois respirer, ça me déclenche les fameuses douleurs de l'espace. Je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas boire, je suis occupée à regarder mes boîtes de médicaments, à essayer de faire des calculs pour savoir ce que je peux prendre en plus pour essayer d'aider. Bref, c'est un 31 décembre totalement étrange et un peu pitoyable. J'en reviens à moitié tétanisée parce qu'en fait, rester debout toute la soirée a été vraiment trop pour moi. Je n'arrive même pas à enfiler mon pyjama. Et là, avec mon mari, on se rend compte qu'on a franchi un cap parce que je ne suis plus du tout capable de me coucher toute seule. Il me faut son aide accrochée à son cou avec tout un protocole extrêmement spécial pour ne pas déclencher les fameuses douleurs de l'espace. Il faut que je rentre dans mon lit par les genoux à quatre pattes, que je reste comme ça pendant un temps, que je bascule sur le côté, que je m'accroche à son cou. Je ne peux plus faire aucun effort sur mes muscles dorsaux, la moindre tension, c'est sanction immédiate. C'est absolument abominable. Et là, nous allons donc commencer une espèce de danse tous les jours qui va se répéter pendant des semaines et même pendant des mois, pendant lesquels je me couche avec son aide. Une fois que je suis en place, je ne peux plus me lever pour aller toute seule, ne serait-ce qu'aux toilettes ou boire un verre d'eau. Je ne peux plus faire grand-chose de toute façon. Je n'arrive pas à me déplacer sans me tenir au mur. Je marche dans cette position comme ça, courbée. Il me faut 3 minutes parfois pour faire 10 mètres avec des spasmes qui se déclenchent n'importe comment. Et le coucher en particulier devient un vrai problème parce que le passage de la station debout à allongé est quasiment impossible pour moi. Et donc c'est dans ces conditions que nous entamons la nouvelle année 2024. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis remplie de douleurs, je n'ai pas de diagnostic, j'attends ma prise de sang du 2 janvier pour savoir ce qu'il en est de l'inflammation et d'une infection derrière, mais qu'on ne sait pas quelle infection, et c'est bien le problème. Et je commence de mon côté donc à faire des recherches parce que je me dis, j'entame ma 3e semaine de douleur et à ce rythme-là, je ne vais pas tenir. Je ne peux pas continuer à fonctionner sans dormir, sans pouvoir m'allonger, sans pouvoir m'alimenter à peu près correctement, bourré de cachets de toutes sortes et en n'ayant aucune idée de ce qui m'arrive concrètement. Le 2 janvier, donc prise de sang, je découvre que ma CRP est tombée à 50 et en fait, ça va être la valeur la plus basse sur laquelle je vais rester pendant quelques temps avant qu'elle remonte, puisque cette baisse de CRP a été poussée par l'antibiotique donné par SOS Médecins mi-décembre, mais là le traitement est terminé depuis le 30, ce qui fait que derrière la CRP va commencer à remonter, et vu que je n'ai pas de diagnostic, de toute façon on ne peut pas continuer à me donner des antibiotiques au petit bonheur la chance sans savoir ce qu'on traite réellement. On me refait passer un test urinaire qui redéclare une nouvelle fois que je n'ai pas ou plus d'infection de ce côté-là, donc la vérité est toujours ailleurs. Et côté médecin généraliste, dans l'attente du retour de mon médecin habituel, je vois le 3 janvier, cette fois-ci, la remplaçante de la remplaçante, à qui je réexplique mon dossier. Heureusement, la première remplaçante a laissé un maximum d'informations dans mon dossier, donc elle ne fait pas de difficulté pour me prolonger la morphine pour ce que ça m'aide, et le kétoprofène, qui lui fait toujours un petit peu
est fait et elle me demande cette fois d'aller passer une échographie dorsale, même si ni elle ni moi n'y croyons vraiment, parce que je vois bien que les douleurs sont ailleurs que dans l'épaisseur du muscle lui-même. Mais bon, dans le doute, c'est comme ça, on aura fait le tour de tout. J'accepte d'aller faire une échographie dorsale pour regarder ce qu'il en est. Je vais donc dans un nouveau centre qui va devenir mon nouveau centre de référence pour tous les examens à passer par la suite. Je vais là-bas pour faire l'échographie musculaire. Le radiologue me confirme que je n'ai rien dans ce domaine-là et que compte tenu des symptômes que je lui présente, il ne voit pas trop le rapport avec la choucroute, pour être tout à fait honnête. Mais bon, je repars avec mes résultats. Et donc, à ce point-là, après 2 radios différentes, un scanner, une échographie et tous les bilans sanguins, je sais tout ce que je n'ai pas, mais je ne sais toujours pas ce que j'ai. Et là, je rentre chez moi, je suis désespérée, je ne sais plus à quel sein me vouer, je n'ai aucun début de piste de solution. Je sens que les douleurs continuent d'être de plus en plus intenses, non seulement plus intenses, mais elles se rapprochent. Les douleurs de l'espace se rapprochent. Ce qui au début était une fois toutes les heures devient une fois toutes les demi-heures. C'est de plus en plus fréquent et dans des situations de plus en plus anodines, c'est-à-dire qu'elles se déclenchent alors que je ne fais rien. Je suis assise dans mon fauteuil et tout d'un coup, tout se déclenche. Donc là, il y a quelque chose qui me rend à moitié folle parce qu'il n'y a même plus de causalité, si l'on peut dire. Je n'ai pas, comme le plus souvent, une explication liée au mouvement, le fait de me coucher, de me lever, de me déplacer, d'aller aux toilettes ou de tousser. Là, les douleurs deviennent permanentes, y compris quand je ne fais rien, c'est-à-dire quand je suis juste assise à essayer de somnoler verticalement. Je tiens jusqu'au 8 janvier dans ces conditions. Je refais une analyse en laboratoire qui montre que la CRP a commencé à remonter. À ce stade, on est à 55. Je profite qu'elle a un créneau de libre pour aller voir ma kiné, celle qui m'a traité dans le passé, notamment pour mes hernies cervico-brachiales. Elle me connaît bien. Elle sait que je ne suis pas du genre à me faire du cinéma sur le plan médical, que je résiste bien à la douleur et que je suis quelqu'un de discipliné quand on me demande notamment de faire certains exercices. Et là, elle voit que je ne peux plus m'allonger seule sans l'aide de mon mari. Une fois allongée, vous pourriez me laisser pendant 24 heures. Je ne peux pas me relever, c'est une catastrophe. Et pendant que je suis en position ventrale, elle tente de manipuler tout doucement mon dos en appuyant à divers endroits autour de la zone dorsale où tout a commencé. Et là, ça déclenche une série de spasmes musculaires de l'espace. Encore une fois, elle-même est impressionnée, c'est-à-dire que je ne contrôle plus mon corps. Tout mon tronc est pris de spasmes qui se propagent même jusque dans mes jambes. Je suis sur une table de kiné, vous connaissez, avec le trou pour mettre la tête et être bien à plat. Et je suis tellement prise de spasmes que j'ai les dents qui claquent, littéralement. C'est impressionnant. Elle n'a jamais vu ça. Il me faut 20 minutes pour m'en remettre, c'est-à-dire que la crise dure très longtemps. Mon mari finit par m'aider, on arrive à me relever et on fait le point avec elle. Elle sait très bien que ce n'est pas de son ressort. La vérité, encore une fois, est ailleurs. La cause n'est pas musculaire, évidemment, ce n'est pas un muscle qui est froissé ou un petit os qui serait déplacé, quand bien même les radios n'auraient rien vu. Pour elle, c'est quelque chose de beaucoup plus grave et il ne faut surtout pas qu'on lâche l'affaire parce que là, on est en train de nous faire traîner et elle pense qu'il y a une pathologie derrière tout ça qui peut être extrêmement problématique. Donc on repart de chez la kiné en ce 8 janvier avec ces informations que je vais pouvoir dans la foulée le lendemain 9 janvier recommuniquer à notre médecin traitant. Ce jour-là, c'est exactement l'anniversaire des 4 semaines. Ça fait 4 semaines que la première douleur est apparue, que je suis malade et qu'on ne sait pas ce que j'ai. Je suis bourrée de cachets jusqu'au trognon. J'ai toujours aussi mal et même beaucoup plus. En réalité, si je recompare les premières douleurs des premiers jours avec le stade où j'en suis là, le 9 janvier, je pense, en étant tout à fait rationnel, que mon état de souffrance est quasiment multiplié par 2 parce que l'intensité s'est développée, mais comme je le disais, surtout la fréquence, c'est-à-dire que je n'ai plus aucun répit, aucun moment où je peux souffler un petit coup en me disant « ça va aller ». Et donc tout ça, je le présente à la remplaçante de notre médecin qui heureusement est toujours la même depuis la fois d'avant et qui reprend la continuité du dossier. Et en discutant avec elle, je lui fais part de mes propres recherches effectuées les jours précédents parce que je n'en pouvais tellement plus que dans les petits bouts de moments que j'avais devant mon ordinateur, ici dans ce fauteuil, j'ai fait des recherches en éliminant tout ce qu'on m'a dit que je n'avais pas et en regardant par rapport à mes symptômes tout ce qui restait possible. Et durant ces recherches, j'ai découvert une maladie qui pour moi était totalement inconnue, la spondylodicite,
À ne surtout pas confondre avec la spondyloarthrite. J'ai oublié d'en parler en introduction parce que beaucoup de gens avec qui j'ai pu discuter par la suite font la confusion. Spondylodicite et spondyloarthrite ne sont absolument pas la même chose. C'est juste que l'on parle d'une zone qui est proche au niveau de la colonne vertébrale, mais il ne s'agit pas du tout des mêmes maladies. Et donc moi, en faisant mes propres recherches, j'ai découvert cette spondylodicite. Ma mère, qui faisait également des recherches de son côté, venait de m'en parler. Et donc, je transmets tout ça à la remplaçante de notre généraliste en lui disant, écoutez, on a tout éliminé pour le reste. Et la seule chose qui est un petit peu en rapport avec mes symptômes, c'est la spondylodicite infectieuse qui expliquerait beaucoup de choses. Et donc avec mon mari, nous discutons avec elle de cette possibilité et elle me prescrit une IRM parce que c'est le seul examen vraiment efficace pour arriver à repérer et diagnostiquer une spondylodicite infectieuse. J'ai donc mon ordonnance pour l'IRM, nous prenons rendez-vous et là je découvre en étant complètement accablée que le premier créneau disponible sur Toulouse dans le même établissement que celui où j'ai eu l'échographie dorsale, c'est mi-mars, c'est-à-dire 8 semaines plus tard. Et moi, à ce moment-là, j'ai l'impression que je serais morte et enterrée, tellement j'ai mal, tellement tout ça est insupportable. Et donc, durant la journée du 10 janvier, le lendemain de ma dernière visite chez le médecin, mon mari va passer sa journée sur son téléphone à actualiser la page des rendez-vous pour les IRM parce qu'il est hors de question qu'on attende 8 semaines. On vient d'en passer 4 qui sont absolument abominables. 8 de plus comme ça, je ne lui cache pas, alors en étant plus douce que ça, mais que si ça continue, je vais sauter d'un pont, que ce n'est juste pas possible. Et donc, durant toute la journée du 10 janvier, il rafraîchit la page des rendez-vous sur son téléphone pour essayer d'avoir un créneau plus tôt, jusqu'à ce que, en fin de journée, miracle, il arrive en me disant « j'ai un rendez-vous demain ». Et je pense que sans lui, sans cette intervention et ce petit coup de chance, je ne serais ou pas là pour vous en parler ou dans un état qui ne me permettrait pas d'enregistrer une vidéo aujourd'hui parce que le fait de pouvoir avancer ce rendez-vous de 2 mois et d'avoir l'IRM le 11 janvier, compte tenu de ce qu'on m'a expliqué le lendemain et qui est venu confirmer tous mes propres soupçons, si je n'avais pas eu ce rendez-vous-là le 11 janvier, je pense que la suite des opérations aurait été très différente. Et bien sûr, si la clinique B, le 20 décembre, avait fait son travail correctement en allant au bout des examens et ne m'avait pas laissé rentrer chez moi avec une CRP à 168 et des douleurs de l'espace, évidemment, les choses auraient aussi été différentes par la suite. Mais là, dans notre malheur, on avait pour la première fois un tout petit peu de chance. On avait 2 mois d'avance pour le rendez-vous de cette IRM et j'y suis donc allée le lendemain en partant avec l'hypothèse très forte en tête que c'était une spondylodicite parce que si ce n'était pas ça, eh bien il n'y avait plus rien d'autre. C'était notre dernière hypothèse plausible par rapport à tous les examens que j'avais eus. Petite précision que j'ai oublié de donner dans la chronologie jusque-là, qui peut paraître anodine mais qui en fait est importante, c'est qu'en théorie, entre le 2 et le 3 janvier, j'aurais dû avoir mes règles. Désolée encore une fois de parler de ce genre de détails intimes, mais c'est important de comprendre l'état de mon corps. Normalement, j'ai un cycle de coucou suisse. Et là, brutalement, à partir de début janvier, pour une durée de 5 mois, tout mon cycle s'est arrêté, comme si mon corps disait je ne peux plus, j'ai trop à gérer, ce n'est pas possible. Ça a été vraiment brutal, ça n'a pas été des petites règles ou un peu en retard ou quoi que ce soit. Tout cet aspect-là de mon corps s'est arrêté complètement et n'a redémarré qu'au mois de mai. Donc ça fait partie des choses à noter dans ma chronologie médicale, c'est-à-dire le fait que mon corps lâchait prise également de ce côté-là parce qu'il n'était plus en capacité d'assurer à la fois ma motricité, ma digestion, mes processus cognitifs, ma capacité à supporter la douleur, etc. Donc il est allé d'abord constiper tout ce qu'il pouvait et ensuite bloquer hormonalement tout ce qui normalement fonctionnait très très bien chez moi. C'est un petit détail important à noter pour bien comprendre la totalité du dossier. Le jeudi 11 janvier, je me présente à l'IRM. À la base, sur l'ordonnance, il n'est pas noté que je vais avoir besoin d'un produit de contraste. Pour ceux qui ont déjà passé des IRM, vous savez comment tout ça est organisé. On vous met dans cette espèce de grand tube qui fait énormément de bruit. Et en fonction de la zone qui va être analysée, on vous met ou pas du produit de contraste pour mieux voir les zones qui ont besoin d'être examinées. Et là, mon examen se passe de manière un petit peu bizarre parce que normalement, il n'y a pas de produit noté sur mon ordonnance. On me met dans le tube. Je fais un premier passage qui dure 12 minutes.
On me ressort du tube, on me laisse à l'extérieur mais toujours allongé. L'opérateur vient me voir en me donnant des explications un petit peu confuses et en me disant qu'il faut que je patiente, qu'on va devoir me faire repasser dans le tube cette fois avec du produit. Et je comprends donc qu'ils ont vu quelque chose et qu'ils ont besoin de mieux le voir. En fait, j'apprendrai par la suite, une fois sorti, que pendant ce quart d'heure d'attente, ils ont contacté mon mari pour l'envoyer en urgence à la pharmacie récupérer du produit de contraste. C'était un moment où les hôpitaux ne fournissaient pas encore les produits eux-mêmes. J'ai appris par la suite, en y retournant pour un scanner de contrôle il y a quelques mois, que maintenant c'était les centres eux-mêmes qui s'occupaient de fournir le produit quand nécessaire. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc on me laisse en dehors de mon tube d'IRM pendant un petit quart d'heure, le temps que mon mari court à la pharmacie, récupère le produit, leur rapporte, que viennent me l'injecter et ensuite on me renvoie dans le tube. Et j'y reste de nouveau une douzaine de minutes. C'est compliqué pour moi, le syndrome se réveille, j'ai les jambes qui veulent bouger, le haut de mon corps qui est complètement bloqué. Je souffre énormément sur cette table, mais je sais qu'il me faut cet examen dans les meilleures conditions possibles parce que c'est un petit peu l'examen de la dernière chance. Donc quand je finis par en sortir, l'opérateur vient me voir, me fait m'asseoir dans une petite pièce à côté et me dit simplement « Il faut que le radiologue vienne vous voir ». Et là, je comprends que j'avais raison, qu'il y a quelque chose à l'IRM. Je continue fortement de penser que c'est une spondylodicite, mais j'attends que le radiologue vienne. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il finit par me rejoindre. C'est sans doute parmi tous les spécialistes que j'ai vus depuis 4 semaines et quelques à ce moment-là, le plus doux et le plus humain que j'ai pu rencontrer. Il prend une petite chaise, il s'assied en face de moi, je le regarde. Et spontanément, avant qu'il ouvre la bouche, je lui dis « c'est une spondylodicite » et il voit sur ma tête que d'un côté, j'en ai peur et que de l'autre, ça me soulagerait de savoir que c'est bien ça. Parce que je ne suis pas folle, j'ai quelque chose, si j'ai quelque chose, on va pouvoir le soigner. Et il me regarde, il comprend donc à ce moment-là que je suis suffisamment renseignée pour pouvoir nommer la maladie. C'est donc que j'ai dû faire des recherches et que si j'ai fait autant de recherches pour tomber là-dessus, c'est que j'y ai passé du temps. Parce que vous allez voir, je vais tout vous expliquer derrière, la spondylodicite, c'est quand même quelque chose de très rare et de très tordu. Donc pour tomber dessus, c'est pas comme une grippe, on peut pas y arriver par hasard. Il faut avoir passé du temps à analyser un tas de symptômes. Et donc il comprend que j'ai fait tout ça. Il comprend aussi que je comprends qu'il a compris, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a une petite discussion de quelques minutes où il est très gentil, où il me dit « Madame Jacob, vous partez tout de suite aux urgences ». Moi, je sais, pour avoir fait mes recherches, qu'effectivement, c'est une maladie très grave, qu'il faut prendre en charge très vite, que j'ai déjà perdu beaucoup de temps, puisque ça fait 4 semaines que ça dure, et donc que j'ai une perte de chance médicale importante qui est déjà enclenchée. Je lui demande où j'en suis dans l'examen, à quel point je suis touchée. Est-ce que je peux encore tenir quelques heures? Je lui explique qu'il faut que je repasse chez moi, que je mette mes affaires en ordre, c'est l'expression que j'utilise, et dans ma tête, ça signifie plusieurs choses que je vais vous expliquer derrière. Il me dit, j'aimerais vraiment que vous partiez maintenant. Je lui dis, s'il vous plaît, jusqu'à 7h du matin. À ce moment-là, il est 18h, on est jeudi en fin de journée, je lui demande juste un sursis, si on peut dire, sachant que de toute façon, il ne peut m'obliger à rien, mais lui, il insiste et je comprends sa position, et il me dit, je vous donne jusqu'à 7h demain matin. Rentrez chez vous, mettez vos affaires en ordre comme vous dites, et vous partez tout de suite. Vous êtes potentiellement à quelques degrés de la catastrophe. Pour l'instant, ça tient, mais il faut qu'ils vous prennent en charge au plus vite. Ça peut extrêmement vite dégénérer. Et donc, je sors de mon entretien avec lui en le remerciant. Je suis d'un côté soulagée qu'on ait pu nommer la maladie, que je puisse dire voilà ce que j'ai, parce que derrière, on va agir et arrêter de me prendre pour une folle dingue. De l'autre, je suis hyper angoissée parce que, à cause de toutes les recherches que j'ai faites au préalable, je sais à quel point la maladie est grave et les conséquences qu'elle peut avoir derrière, et ça va être tout le sujet de la partie suivante. Donc je suis partagée entre les deux. Je suis très angoissée à l'idée de rentrer à l'hôpital, puisque là, il ne m'envoie pas ni à la clinique A, ni à la clinique B, mais à un CHU qui, à Toulouse, a un excellent service dans le domaine de l'infectiologie, puisqu'il s'agit d'une infection, et donc je passe par les urgences, mais pour lui, il est évident que l'infectiologie va me prendre en charge derrière. Donc j'ai tous les courriers, j'ai tous les papiers, j'ai tout qui va bien. Et il faut que j'aille à l'hôpital. Et je sais qu'à minima, ils vont me garder une semaine, sans doute plus, et ce sera effectivement un peu plus. Et pour moi, rester seule
à l'hôpital, dans l'état qui est le mien, avec mon degré de souffrance, mon syndrome des jambes sans repos et tout ce qu'implique être à l'hôpital, c'est-à-dire suivre des consignes, évidemment le personnel médical est obligé d'en donner et je ne leur jette pas du tout la pierre, mais je sais à quel point je vais être une malade compliquée à gérer, ne serait-ce que parce que je ne peux pas m'allonger pour plusieurs raisons. D'un côté, la maladie récente, de l'autre, le syndrome des jambes sans repos, les deux étant un peu antinomiques, ça va être extrêmement dur à gérer. Et je sais confusément qu'il n'y a que chez moi, dans mon environnement, avec l'aide de mon mari, que j'arrive à fonctionner. Que là-bas, ça va être un petit peu la bérésina. Je ne sais pas comment je vais faire et que je risque de m'effondrer mentalement parce qu'en fait, je ne tiens que par le mental depuis des semaines et des semaines. Et donc, on rentre à la maison. Je dis à mon mari, on part demain matin à 7h au CHU. Je vais mettre mes affaires en ordre, comme je dis. Donc d'une part, préparer mon petit sac avec toutes mes affaires et de l'autre, mettre en ordre ce qui concerne le travail au sens large. C'est très bizarre avec le recul de le présenter comme ça, mais cette nuit du jeudi au vendredi, je la passe ici devant mon ordinateur. Je m'occupe de AJ pour les 3 semaines qui arrivent, planifier la communication sur les réseaux sociaux, traiter les derniers emails que j'ai en souffrance, prévenir 2-3 personnes dans le domaine professionnel du fait que je vais être absente pour une durée indéterminée. Donc je prépare ce genre de choses, j'y passe à peu près 2 heures. Et ensuite, entre 2 heures et 5 heures du matin, je rédige une chronologie médicale. C'est-à-dire que je prends un Word et je note dedans tout ce qui s'est produit depuis le 12 décembre, au propre, avec tous les faits, tous les examens, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on ne m'a pas dit, les médicaments, les dosages, les prises, les douleurs, la totale. 12 décembre, 12 janvier, un mois pile, je note tout jour par jour parce que je sais qu'en arrivant au CHU, quand je vais me retrouver seule, je n'aurai pas la force de répéter pour la 1000e fois tout ce que je répète à chaque entretien médical depuis le 12 décembre, à chaque professionnel que je rencontre. En plus, je vis dans un brouillard, je ne dors toujours pas, je commence à mélanger les dates, à risquer les confusions, ce qui fait que je passe une partie de la nuit à remettre tout ça au propre dans un document en me disant quand j'arriverai là-bas, si les urgences ressemblent à ce que j'ai au fond de ma tête, dans mon inconscient, à savoir un endroit où les gens courent partout avec énormément de difficultés, où on vous fait attendre pendant 8 heures, on vous pose plein de questions, vous voyez 10 personnes différentes, etc. Si les urgences ressemblent effectivement à ça pour moi, je veux pouvoir dégainer ma feuille en leur disant « Lisez ». J'ai pas la force de vous réexpliquer encore une fois mon parcours et là où j'en suis aujourd'hui. Et bien m'en a pris parce que cette feuille a été très utile. Je l'ai prise, je l'ai imprimée, je l'ai mise dans mon petit cartable avec un dossier qui était de cette épaisseur-là, tellement j'avais eu d'examens et de comptes rendus médicaux depuis un mois. Je prépare toutes mes affaires, je me change et à 6h30 du matin, je vais voir mon mari en lui disant c'est bon, je suis prête. J'ai mis mes affaires en ordre et on peut y aller. Et donc il se prépare, il m'accompagne et on part au CHU pour ce qui va être finalement un séjour de presque 2 semaines. Et ça va être tout le sujet de la partie suivante dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'est la spondylose, comment on l'a traité, comment s'est passée mon entrée aux urgences puis en infectiologie directe et tout simplement la suite de cette aventure.